Bonjour à tous. Avec Mamadou Diouf, nous allons parler du Mali, Takuba, sur le départ. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Les pays européens engagés au Mali et au sein du groupement des forces spéciales Takuba demandent à la junte malienne de respecter les bases solides de la coopération diplomatique et opérationnelle. Bamako avait demandé le départ du contingent douanier tout juste arrivé. Alors Mamadou, cette question, elle est simple. Est-ce qu'on s'achemine vers le départ de la force Takuba? Difficile de répondre pour le moment puisque tout le monde sait que la situation est extrêmement complexe aujourd'hui sur le plan militaire au Mali, en particulier pour ce qui concerne l'intervention des forces étrangères. Pas seulement françaises, puisque le conflit avec la France est très bien connu, mais aujourd'hui ça touche également à cette force plutôt européenne, Takuba, qui avait été mise en place par la France parce qu'à un certain moment, la France avait reproché à l'Union européenne le fait que sur certains théâtres d'opération, c'est la France qui part seule, alors que cette lutte contre le terrorisme, comme ils l'appellent, c'est toute l'Union européenne qui devait s'investir. Et c'est ça qui avait fait que dans les stratégies, l'opération Barkhane devait progressivement céder le pas à Takuba. Et cela avait commencé puisqu'il y a déjà 800 hommes qui sont déjà sur place dans le cadre de l'opération Takuba. Maintenant, est-ce que ce conflit avec la France, qui finalement a touché Takuba, puisque les Danois ne sont pas des Français, on leur a refusé de s'installer alors qu'il était prévu effectivement qu'ils s'installent dans le cadre de Takuba, est-ce que ce conflit avec la France va se transformer également en conflit avec Takuba, de sorte que les Français, les Danois, eux, ils sont déjà partis, les Hongrois, les Suisses et autres qui sont là-bas risquent de prendre eux également leurs soldats et de partir, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que ça est sur la table aujourd'hui. Puisque vous avez entendu Madame Parly, ministre des Armées, dire de façon très claire que la France ne peut pas rester au Mali dans n'importe quelle condition. Au niveau de l'Union européenne, vous l'avez dit, les gens demandent au Mali de respecter un certain nombre d'accords signés avec les pays. Maintenant, jusqu'où ça va aller, attendons d'ici mi-février, puisque c'est un peu le délai que s'est donné la France, que s'est donné l'Union européenne. Les concertations sont déjà en cours. On va voir est-ce que les concertations vont aboutir à une décision radicale, c'est-à-dire le départ de la France et de Takuba, ou bien à une décision médiane, où peut-être les opérations vont être revues. De quelle manière, on ne sait pas encore. Avec vous, on va voir plus clair. Est-ce que c'est la junte Mamadou Diouf qui ne respecte pas les engagements? Mais bien sûr, la junte ne respecte pas les engagements. Il faut qu'on soit clair. C'est le Mali qui a signé l'accord qui permet à la France de venir intervenir au Mali. Même si dans l'accord le Mali est lésé, c'est le Mali qui l'a signé. Mais quand on a signé un accord avec quelqu'un, quand on voit que l'accord ne m'arrange plus, mais tout le monde connaît la méthode qu'il faut pour changer. Et ils avaient commencé avec cette méthode puisqu'ils avaient introduit des amendements en proposant que les accords soient revus. Mais c'était ça la bonne méthode. Et il fallait poursuivre avec cette méthode de sorte que, au finish, que les Français partent ou que les Français restent, cela va se faire dans les règles. Que Takuba parte ou que Takuba reste, cela va se faire dans les règles. Mais il y a un peu de populisme, il y a un peu des militaires qui n'avaient pas véritablement le soutien du peuple malien et qui avaient besoin de ce soutien, qui ont joué avec Shogel Maïga, qui parfois est dans la stratégie, parfois est dans la provocation, parce qu'il joue des deux côtés, pour pouvoir avoir le peuple de leur côté. Mais c'est un jeu qui, à mon avis, est extrêmement dangereux pour le Mali. Donc ça, il faut que ça soit clair. Le Mali a signé des accords. Je ne crois pas qu'on leur a mis un couteau sur la gorge pour signer les accords. Et c'est pourquoi les Européens insistent sur ça en demandant au Mali de respecter les accords qu'il a signés, parce qu'ils savent très bien ce que le Mali a signé. Et ces accords avaient été publiés à un certain moment sur WhatsApp, montrant que les Français avaient le droit de survol, d'atterrir, de descendre, d'amener des gens. Même quand il y a des problèmes avec un soldat français, ce n'est pas le Mali qui s'en occupe, c'est la France qui s'en occupe. Et les accords militaires ont toujours été pratiquement comme ça. Quand les Américains partent quelque part, c'est la même chose. Vous avez vu un pays où on a pris un soldat américain pour le juger? Mais c'est ça les accords de façon générale. Quand un pays qui n'a pas les moyens de se défendre signe un accord avec un autre pays qui accepte de venir mettre en jeu la vie de ses soldats, mais il fait tout pour se sécuriser lui en tant que pays,
pour sécuriser également ses soldats. Et c'est ça qui s'est passé avec cet accord. Le Mali a raison de dire mais l'accord n'est pas équitable. De remettre en cause l'accord, mais quand on remet en cause un accord, il y a également un chemin par lequel il faut passer pour le faire. Ils l'ont déjà fait en demandant une quarantaine d'amendements. Les choses sont en train d'être étudiées en France, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Maintenant, entre-temps, ce qui se passe, c'est autre chose. Ce n'est plus une affaire d'accord, tout simplement, mais il y a un conflit entre la junte malienne aujourd'hui et le pouvoir français, et ça se voit même dans les échanges où parfois les mots volent très bas de la part des responsables politiques des deux pays, puisqu'on sent carrément que ça ne passe pas du tout aujourd'hui entre Paris et Bamako. Alors, vous l'aviez dit, il peut y avoir des conséquences dangereuses pour le Mali. Quelles sont ces conséquences et les conséquences surtout quand peut-être un départ de cette force arrive? Mais les conséquences sont là. Regardons ce qui s'est passé en Afghanistan. Quand les Américains sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les talibans au pouvoir. Mais en combien de jours? Est-ce que c'est jour même? Voilà. Mais imaginez que la même chose se passe au Mali, parce que n'oublions pas que c'est les Français qui avaient arrêté ces gens à Sévaré. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Les Maliens n'ont pas été capables de les contenir. C'est les Français qui les ont arrêtés à Sévaré. Si les Français partaient, et surtout si le départ se faisait avec cette brutalité, est-ce qu'en partant même les Français ne diront pas aux autres là, bon, il y a tel aspect ici, il y a tel aspect là-bas, pour leur faciliter la tâche? Mais si les Maliens ne veulent plus des Français, mais qu'ils divorcent au moins à l'amiable, ou bien comme on dit, avec le consentement mutuel, qu'on s'asseye, qu'on se parle, qu'on discute, qu'on se sépare et que chacun parte sans que l'un essaye de créer des problèmes à l'autre. Moi, je crois que c'est ça l'intérêt du Mali. Maintenant, dans ce problème, il y a cette présence russe au Mali. Oui, j'allais poser cette question. Qui n'est pas claire jusqu'à présent parce que le Mali dit que ce n'est pas Wagner. Tous les pays de l'Union européenne peuvent-ils se réunir et dire que c'est Wagner alors que ce n'est pas Wagner? Et Poutine aussi a dit que ce n'est pas Wagner. Ben, malheureusement, il est venu achever la junte malienne, lui. Lui, au contraire, il n'a pas cité Wagner, mais il a dit que ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas la Russie, justement. Mais quand vous regardez la façon intelligente dont le journaliste a posé la question, Poutine met à mal la junte malienne. Parce que la junte malienne a toujours parlé de présence russe officielle qui sont là pour un encadrement de l'armée. Poutine a été très clair, les Russes ne sont pas au Mali. Et il dit, il ne parle pas de Wagner, il ne parle pas de mercenaires, mais il dit que les groupes privés qui sont là-bas, c'est de groupes privés qu'il parle, ces groupes privés n'engagent pas l'État russe. Mais quand vous mettez les choses ensemble, ça ressemble à du Wagner, même si on ne l'appelle pas Wagner. Et les Européens, pas seulement les Européens, les Américains, sont convaincus que Wagner est sur le terrain au niveau du Mali, raison pour laquelle les relations se sont fortement dégradées, aussi bien avec la France qu'avec les autres pays, bien que la France également a revu ses positions, parce que la première position, c'était que si les Russes viennent, nous, on parte. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette position de si les Russes viennent, on part. On est en train de voir comment faire en sorte qu'on travaille sur le terrain, mais qu'eux, ils ne travaillent pas avec des mercenaires, puisqu'ils disent que c'est leur principe. Ils travaillent avec une armée, ils ne travaillent pas avec des mercenaires. On n'a pas encore résolu ce problème, bien que malheureusement, le Mali risque de se retrouver dos au mur, parce que de plus en plus, c'est comme si c'est Wagner qui est effectivement présent sur le sol malien. Mamadou, l'inquiétude de plusieurs analystes africains, c'est le refus, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de la Russie officielle de reconnaître les hommes qui sont envoyés en Afrique. On a vu avec la République centrafricaine, on le voit également avec le Mali. Les inquiétudes sont là. Si quelque chose arrive, où est-ce qu'on va poursuivre ceux-là, peut-être qui commettent des exactions? Ah, mais c'est une stratégie de Poutine. Il les a envoyés en Syrie, il les a envoyés en Libye, il les a envoyés en République centrafricaine. La différence avec la République centrafricaine, c'est que vous avez les deux. Vous avez la Russie officielle qui est là, qui forme l'armée centrafricaine, qui a demandé aux Nations Unies de fournir des armes à la République centrafricaine. Donc vous avez une Russie officielle qui est là, qui intervient,
À côté, vous avez cette Russie, j'allais dire, officieuse qui intervient. Rappelez-vous, 2 journalistes russes ont été tués en République centrafricaine parce que très certainement, ils avaient découvert ce que tout le monde dit et dont on n'a pas encore la preuve. Wagner et les Russes, c'est 9 et 8. C'est exactement la même chose. Ils ont été tués. Jusqu'à présent, l'enquête n'a absolument rien donné. Mais Poutine a toujours eu la même attitude en considérant que Wagner, c'est un groupe privé. Celui qui contractualise avec Wagner a contractualisé avec Wagner, pas avec la Russie. Alors que tout le monde sait que le propriétaire de Wagner, mais c'est quelqu'un qui est plus que proche du président russe. Et généralement, là où Wagner intervient, et la façon dont Wagner intervient est conforme à la stratégie et à la politique de la Russie à l'étranger, y compris également sur le plan militaire. Mais est-ce qu'on va dire que tout ça, c'est des coïncidences en Centrafrique, en Libye, en Syrie, au Mali? Mais ça ne sera plus une coïncidence, ça devient une stratégie. Et il l'a toujours fait. Il n'a jamais reconnu de façon officielle que Wagner intervient au nom de la Russie, malgré qu'on a démontré la proximité entre lui et le responsable de Wagner, etc. Il n'a jamais voulu le reconnaître. Et ça pose effectivement ce problème. Si Wagner a des problèmes au Mali, quand c'est les soldats français, on interpelle la France. Quand c'est Wagner, on interpelle qui? D'autant que Poutine s'est déjà lavé les mains par rapport à leur présence en disant que ce n'est pas la Russie, ce sont des groupes privés. C'est des questions qu'il faut effectivement se poser. L'autre élément, on a vu Wagner avec leurs exactions en Centrafrique. Ils ont aidé l'État centrafricain à récupérer une partie du territoire. Mais les rapports sont là, y compris des Nations Unies, pour montrer des exactions de la part des militaires de Wagner, aussi bien contre les populations civiles qu'en termes également d'exploitation des ressources minières au niveau de la République centrafricaine. Au Mali, on n'a pas encore vu le contrat, mais il semble qu'ils vont se payer sur la base de l'exploitation minière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais il y a plein de problèmes. Les Maliens, aujourd'hui, la junte en particulier, doit faire preuve de transparence. Ils sont libres de décider de qui va venir sur leur pays en termes de soldats. Mais ils devaient être également aussi libres pour dire aux gens clairement qui est là et sur quelle base. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui avec Takuba. Et ils ont raison. Ils disent qu'ils veulent savoir qui fait quoi au Mali sur le plan militaire. Mais ça, c'est le droit du Mali, c'est la souveraineté du Mali. Mais qu'ils ne le fassent pas avec Takuba seulement, qu'ils le fassent également avec Wagner pour qu'on sache effectivement clairement qui est soldat là-bas, sur quelle base, pour faire quoi. Alors, quant à la force de Takuba, Mamadou Diouf, quel bilan peut-on faire de leur présence et surtout de leur lutte contre le djihadisme au Mali aujourd'hui? C'est une force qui était en train d'être mise en place. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que Takuba n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Vous voyez que les Danois sont en train de venir, il y a d'autres qui devaient également venir, ce qui veut dire que la force n'avait pas encore été mise en place totalement, puisque ça devrait tourner autour de 2500 personnes à peu près. On n'en est même pas à 1000 là où nous en sommes aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y a une stratégie qui avait été choisie, ça date pratiquement de 2020, quand la France a décidé de diminuer le nombre de ses soldats progressivement au niveau du Sahel de façon générale, parce que Takuba, ce n'est pas pour le Mali seulement. Il ne faudrait pas qu'on se tombe sur ce plan-là également. Takuba prend un peu la place de Barkhane, c'est plutôt la zone Sahel qui les intéresse et la lutte contre le terrorisme de façon générale. C'est également des militaires spécialisés qui ne viennent pas prendre la place des soldats, qui accompagnent les soldats et qui peuvent mener des opérations spéciales contre les terroristes. D'ailleurs, regardez dans la presse malienne, dans la première partie du mois de février, Takuba a accompagné les soldats maliens au niveau de la zone des 3 frontières et ils ont éliminé là-bas et dans d'autres zones proches à peu près 28 terroristes. Ce qui veut dire qu'ils sont fonctionnels sur le terrain. Et qu'ensuite, malgré cette bagarre à travers les médias, la collaboration continue entre l'armée malienne et l'armée française, entre l'armée malienne et Takuba. Et je crois qu'il est bon que les gens fassent attention, qu'on n'écoute pas le populisme tout court. Même au niveau des forces européennes, les gens ne se sont pas mis dans la perspective de on va quitter le Mali. Quand les ministres des Affaires des armées et de la défense se sont rencontrés, les gens discutaient sur on va continuer la lutte contre le terrorisme. Tout le monde sait qu'il y a du terrorisme au Sahel, donc ça veut dire qu'ils vont rester au Sahel. Mais c'est le comment rester, dans quelles conditions rester. C'est ça qui fait l'objet de discussion. À la fin de cette rencontre, les ministres n'ont fait aucune déclaration.
Choguel, malgré sa provocation, je disais que tout le temps, il est également dans la stratégie. Il a dit lui-même de façon extrêmement claire que le Mali ne cherche le bras de fer avec aucun État. C'est lui-même qui l'a dit. Bon, entre son discours et ce qu'il dit ici, c'est pourquoi j'ai dit il est dans la provocation, il est dans la stratégie. Cela veut dire simplement que malgré toute cette tension qu'on a créée, le Mali, la France et Takuba peuvent s'asseoir et cette opération peut continuer au niveau du Mali si les gens acceptent de discuter sereinement. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.